مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم لهذا العرض الخاص الذي سنتناوله من خلاله قضية الرهبان السبع لتبحرين. 17 سنة, 17 ans après les faits, on évoque toujours les circonstances de la mort des 7 moines de Tibhérin. Alors, deux faits marquants propulsent aujourd'hui ce sujet au devant de la scène médiatique nationale et internationale. D'abord, la visite récente du juge français antiterroriste Marc Trévidic, qui a été reçu récemment par les autorités algériennes, et il compte également y revenir en 2014. Mais aussi l'autre fait marquant, c'est le film documentaire qui a été diffusé il y a moins d'une semaine à Alger à l'occasion du Festival international du cinéma d'Alger. Un film réalisé par le journaliste, écrivain et réalisateur Malika Itaoudia, en étroite collaboration de Séverine Labat, et qui a reçu récemment, également à l'occasion de ce festival, le premier prix du public. Nous recevons aujourd'hui en cette circonstance, bien sûr, le réalisateur Malika Itaoudia, vous êtes le bienvenu. Bonjour. Et nous recevons également Monseigneur Henri Tissier, Sayyid Henri Tissier, Sqouf el-Jazair Sabiqan. Vous êtes également le bienvenu sur le plateau de Nahar TV. Shukran. Shukran, merci. Ah ben on rentre de plein pied dans le débat, dans le sujet. Malik Itaoudia, vous êtes réalisateur du film reportage. Vous venez de recevoir le premier prix, celui du public. Une autre distinction du film qui fait de ce film quand même une référence très importante par rapport à cette tragédie que nous avons tous connue en 1996. Oui, c'est la deuxième fois que le film est primé. La première fois, c'était à Marseille. Il a été primé, il a reçu le prix MED. Donc j'ai été à Marseille au mois de juin dernier et j'en suis revenu sain et sauf. Cette fois-ci, j'ai été primé à Alger. Je dois dire que cette distinction me va droit au cœur parce qu'Alger, c'est particulier. C'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai passé le bac, où je suis devenu un homme. Donc, cette récompense a un goût particulier. C'est le public qui l'a discerné. Et Monsieur Henri Tissier, vous avez certainement assisté à la projection du film. Ça vous replonge un peu dans les faits qui vous ont marqué en 1996. J'étais heureux d'abord de voir que le public était nombreux à cette projection et par conséquent aussi qui recevait le message de vie que nos 7 frères moines nous ont laissé, et de me trouver avec ce public pour vivre cet instant. Et d'ailleurs, je m'y trouvais assis à côté de M. Malika Itaoudia. Très bien. Alors, moi, je vais directement dans le vif du sujet. Malik, beaucoup de commentaires ont été faits concernant l'idée en elle-même, concernant ce reportage. Comment vous avez eu l'idée de réaliser quand même un film reportage qui, que je présume, il vous a pris beaucoup de temps? Pour ma part, l'idée a commencé à germer dès 1996, au moment où les moines ont été enlevés et assassinés. Je me suis dit, voilà, je suis algérien. Ces moines avaient la possibilité de partir, de se mettre à l'abri, de partir en France ou ailleurs, se mettre à l'abri et revenir éventuellement. Après la fin de la violence terroriste, ils ont fait le choix, en connaissant les dangers, de rester avec leurs voisins algériens et musulmans pour traverser la nuit algérienne. Comme Algérien, je l'ai ressenti comme une dette morale. Il faut leur rendre hommage. À l'époque, je ne savais pas quelle forme pourrait prendre cet hommage. Ça aurait pu être un article, un livre, un film. Il se trouve que je suis réalisateur de documentaires. Donc très vite est venue en moi l'idée de réaliser un documentaire, une enquête sur les circonstances, sur leur vie d'abord, les circonstances de leur enlèvement, de leur détention et enfin de leur assassinat. Il se trouve que mon amie Séverine Labat, qui est chercheur au CNRS, a elle-même commencé à enquêter sur cette histoire. Et lorsqu'on a réalisé Autopsie d'une tragédie entre 2001 et 2003, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble sur l'histoire des moines, donc de 2001 ensuite jusqu'à 2013. Voilà, ça fait beaucoup d'années pour pouvoir vraiment raconter cette histoire du début à la fin, en rencontrant le maximum d'acteurs et de témoins directs.
C'est-à-dire que la règle que nous nous sommes imposée, c'est pas d'aller voir le cousin du voisin, de la sœur, de celui qui peut-être a vu l'ours. Nous avons été voir ceux qui étaient en relation avec les moines, ceux qui étaient au maquis, ceux qui les ont cherchés, ceux qui ont essayé de négocier leur libération, en leur posant à chaque fois des questions factuelles que les faits. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et ce n'est qu'à partir de ce travail qui a pris des années que nous avons reconstitué leur histoire, leur itinéraire, et qu'ensuite nous l'avons mise en image. Et ça a commencé juste après, quelques mois après leur assassinat? Le début de l'enquête, oui, mais la réalisation, c'est-à-dire de ce film à proprement parler, ça a commencé en 2000. On a commencé avec France 3, c'est-à-dire le projet a commencé à germer avec France 3 en 2011. 2011. Mais entre-temps, mais auparavant, vous avez recueilli des informations, vous avez pris vos contacts. Voilà. Chacun, et à chaque fois que quelqu'un faisait une avancée dans l'enquête, il allait voir l'autre pour partager les résultats de l'enquête. S'il y avait des doutes, s'il y avait des précisions, on repartait systématiquement. Et d'ailleurs, c'était le premier film qui a été réalisé à ce propos. Bon, enfin, je vous remercie de penser que c'est le premier film. Il y en a eu d'autres, mais qui Mais je veux n'avaient dire, pas par rapport à la qualité des témoignages, par rapport pas, oui, les autres, c'était plus des mises en image de théories complotistes. Donc, ou alors il y a un autre film qui a été, enfin il y a d'autres documentaires qui ont été réalisés, par exemple celui d'Emmanuel Audrin, qui est centré exclusivement sur la spiritualité des moines. C'est-à-dire Emmanuel Audrin a fait le choix de ne pas s'intéresser à leur enlèvement et à leur assassinat, mais de s'intéresser au message de Tibérine. Le côté purement religieux religieux et spirituel. D'accord. Il y a d'autres documentaires qui ont été consacrés à certains moines. Il y en a un très beau sur Frère Luc. Il y en a un autre sur Frère Célestin. Donc il y avait des travaux qui nous ont d'ailleurs servi, parce que c'est pour pouvoir réaliser un documentaire comme celui-là, il y a l'enquête, entre guillemets, judiciaire, journalistique, mais il y a d'abord des hommes. Ces moines sont des êtres humains, sont cette personnalité complètement différente qui sont une partie de l'histoire de ce pays. Qui sont aussi l'histoire de l'Algérie, l'histoire de ce pays. Et donc il fallait, pour pouvoir comprendre, s'intéresser à chacun d'eux, à son itinéraire, à sa façon d'être. Très bien. Avec les voisins musulmans, autrement dit, pour la faire courte. Tout à fait. Frère Luc n'avait pas les mêmes relations qu'Amédée ou que Célestin ou que Frère Paul. Il y a des particularités chacun avait des particularités. Très bien. Et tout ça est passionnant, c'est ça qui fonde une communauté humaine. Tout à fait. On va évoquer tous ces points et puis également les circonstances du tournage du documentaire, du film. Moi, je reviens à Monseigneur Tissier. Ça vous fait quoi lorsque vous entendez que des cinéastes, des journalistes s'intéressent un peu à la vie des religieux et particulièrement à la question des moines de Tibherine? Le message de leur vie a été très fort. Et dès leur mort, beaucoup d'écrivains se sont intéressés à publier d'abord les textes qu'ils nous ont laissés et ensuite, à partir de ces textes, à s'efforcer de faire comprendre quel était le message qu'ils portaient et quelles étaient les raisons pour lesquelles ils restaient. Si bien qu'il y a déjà eu au moins 20 ou 25 ouvrages qui ont été publiés, soit à partir des textes des moines, soit en réfléchissant sur leur vie. Ces ouvrages ont été traduits dans de nombreuses langues. Les films ont été moins nombreux, mais M. Malik Aïtaoudia vient de les évoquer. Il y a eu aussi un film de fiction qui a été vu par des millions de personnes et qui s'appelait Des hommes et des dieux, mais qui lui a été tourné au Maroc, donc dans un autre contexte. Donc, qui ne reflétait pas réellement un peu ce que les moines ont vécu à Tibherine? Il évoquait l'essentiel de leur message, c'est-à-dire une communauté de prière, de tradition chrétienne et monastique, qui est en même temps dans une relation d'amitié avec leur voisinage musulman. Mais c'était quand même une fiction. Par conséquent, la reprise d'autres points de départ, comme celui
qui vient d'être présenté par M. Malik Aoudia, c'était important pour nous. Et moi, j'ai suivi pendant toutes ces années, depuis 1996, tout ce qui a été fait pour publier, soit par écrit, soit sous la forme d'images, des éléments de leur biographie. D'ailleurs, il y a eu aussi un écrivain algérien qui a écrit un livre en arabe et en français sur la vie des moines, s'appelle M. Balkhi, algérien vivant en Algérie. Et, oui, Mohamed Balkhi, oui. Mohamed Balkhi. Journaliste, écrivain. Et puis il y a eu aussi un autre écrivain qui était en France, Kébir, ami. Bon, autrement dit, il n'y a pas que... Et de nombreux articles qui ont été présentés dans la presse algérienne. Il n'y a pas donc simplement des étrangers ou des chrétiens qui se sont intéressés à ce message, mais aussi beaucoup d'articles publiés par la presse algérienne. Très bien. Peut-être m'a dit que... Dans le prolongement de ce que dit Monseigneur Tessier, les artistes aussi se sont intéressés à l'histoire de Tibérine. Les étudiants de l'École nationale des beaux-arts ont réalisé une œuvre. Le très grand plasticien algérien Rachid Koreichi leur a rendu également hommage à travers une œuvre. Donc l'histoire de Tibérine, quand on est algérien, c'est une histoire qui nous parle. C'est pas... chaque Algérien s'est senti profondément affectés par leur enlèvement et par leur assassinat. Qu'ils les connaissent directement ou non, c'est de savoir, parce que chacun connaît les Algériens, de savoir que en Algérie, sur notre terre, on a pu enlever des innocents, des chrétiens qui sont venus pour prier, pour partager leur vie avec les Algériens, a été très mal ressenti par l'écrasante majorité de la population algérienne. D'où d'ailleurs cet engouement, cet accompagnement pour partager la douleur avec tous ceux qui ont compati à... Tout à fait. Ouais. Et c'est une des raisons, par exemple, pendant le Festival international du cinéma d'Alger, qui explique le fait que beaucoup d'Algériens sont venus. Oui, tout à fait. La salle était pleine. Assister à la projection. Du film, oui. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu le prix du public. C'est l'attachement des Algériens envers les moines de Tibérine qui a fait que... Moi, je reviens à M. Henri Tissier. Je dirais, est-ce que ça vous fait quoi aujourd'hui, le fait qu'on évoque ces moines qu'on peut qualifier de martyrs? Vous les avez connus? Je vais vous répondre, mais je veux aussi donner une précision, puisque M. Malik Aoudia a évoqué les artistes qui se sont efforcés d'illustrer le message des moines, et il a évoqué des étudiants des beaux-arts. Il y en a un qui est maintenant tout à fait confirmé dans sa profession comme sculpteur, et qui s'appelle Grein, et qui vit en Allemagne. Il a un projet qu'il est allé discuter avec mon successeur, l'actuel archevêque d'Alger, Monseigneur Aleb Bader, et avec la petite communauté qui vit en ce moment à Tibarine, pour dire que cette réaction a été portée non seulement par des écrivains, mais aussi par des artistes. Il y a eu également un autre artiste algérien, M. Dokman, qui a donné 7 tableaux qui sont dans la cour du monastère qu'on appelle le cloître. Et moi, personnellement, vous me demandez ce que cela me fait, comme j'ai connu chacun de ces moines, que je les ai accompagnés, que pendant la période grave, ils m'ont demandé de monter à chaque fois pour réfléchir avec eux leurs décisions. Par exemple, à la suite de la première visite d'un groupe armé qui a eu lieu au soir de Noël 1993, et visite qui suivait l'assassinat 10 jours avant de 12 Croates qui travaillaient à faire une conduite forcée vers un barrage à Tamesguida. À chacune de ces occasions, eh bien, j'étais invité, soit pour un dialogue avec la communauté tout entière, soit même à 2 reprises, à la demande du prieur, du responsable. J'ai été invité à recevoir individuellement chacun des moines. Et comment ils ont vécu cette situation? Vous avez certainement évoqué la situation de l'époque, surtout que c'était à Médéa. Comme je vous disais, j'ai été invité par le responsable de la communauté à rencontrer individuellement chacun des moines pour qu'ils s'expriment sur le choix qui était fait par la communauté de rester. Dans un premier temps, ils avaient envisagé
après cette visite du soir de Noël 93, de quitter les lieux en se disant on va être pris si d'autres visites semblables se présentent dans des collaborations qui ne correspondent pas à notre vocation de moine, en particulier parce que l'un d'entre eux était un médecin et que les groupes armés cherchaient à obtenir l'aide du médecin. Et donc ils avaient dans un premier temps envisagé de partir, mais ensuite ils se sont dit, voilà, des années, puisqu'ils étaient là depuis, enfin, eux ou leur communauté, depuis très longtemps, 1937, 1937 oui. Nous avons toujours voulu vivre dans la solidarité avec le voisinage, le petit village de Tibarine, mais plus largement aussi la ville de Médéa. Beaucoup de gens venaient de Médéa pour se faire soigner par le médecin. Et voilà qu'à la première menace, nous allons les abandonner, alors qu'eux-mêmes pourraient peut-être être assassinés, puisqu'ils nous ont accueillis, puisque nous avions des relations quotidiennes avec notre environnement. Donc partir, ce serait un geste en contradiction avec tout ce que nous avons vécu. Oui. Et nous sommes dans le désir de rester en fidélité comme moines au village de Tibarine et à cette région. Et donc le choix a été fait, les moines ont décidé d'y rester à Tibarine. Ils ont fait ce choix en communauté, par des votes, mais aussi individuellement. Et je peux témoigner, pour les avoir rencontrés chacun individuellement, que c'était une décision avec des nuances suivant les caractères, qui était non seulement communautaire, mais personnelle. Très bien. Alors moi je reviens à Malik, le film, le reportage, le film-reportage, ça a duré quand même plusieurs années. Mais vous vous êtes déplacé en France, vous êtes déplacé ici à Alger, vous êtes parti à Médéa. Vous avez également rencontré un des rescapés des 12 Croates, des Croates qui ont été assassinés. J'imagine que vous êtes parti en ex-Yougoslavie. À Zagreb. À Zagreb, très bien. Et là, vous êtes rentré de plein pied dans la réalisation. Une fois que vous êtes rentré, ça vous a, est-ce qu'à un certain moment vous avez dit que je vais pas aller au fond des choses, je vais me limiter à certains aspects du film, ou alors vous avez pris le train en marche et vous avez assuré directement le... Non. Toutes ces questions, on se les pose avant de commencer. Une fois qu'on a commencé, on sait qu'on ira jusqu'au bout, parce que si on commence et qu'on est prêt à le faire, avec Séverine, on a réfléchi. Donc ensuite, il y a une discussion qui a été menée avec France 3, qui est le premier diffuseur du documentaire, donc avec la direction des documentaires de France 3. Donc une fois qu'on a pris la décision d'y aller, on savait qu'on pouvait raconter l'histoire comme on voulait la raconter, avec les témoins, avec les documents. Et vous avez rencontré aussi des officiels français, des ex-militaires algériens, des ex-responsables d'administration, à l'image de l'ex-préfet, l'ex-wali de Médéa, et tout ça, vous les avez... vous avez réalisé tout ça en un temps record, ça a été fait... Enfin, c'est pas une course contre la montre, un documentaire. Je veux dire, ce qui est important, c'est ce qu'on montre à la fin. Donc il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le faire. Il y a aussi, pour que nos téléspectateurs comprennent comment on travaille, il y a aussi des gens que nous avons rencontrés qui ne sont pas dans le documentaire. Ils ne sont pas dans le documentaire parce que certains acceptent de vous parler face à face mais ne veulent pas être filmés. Donc, on recoupe ce qu'ils nous disent. Ensuite, on intègre leurs réflexions, même s'ils ne sont pas filmés. On sait que ce point de vue-là existe, que ces faits-là existent, qu'on les a vérifiés. Il y a... Voilà, donc il y a des gens aussi qui n'ont pas voulu être, pour des raisons qui les concernent, qui les regardent, qui n'ont pas voulu être filmés. Et vous avez rencontré Monseigneur Tissier, d'ailleurs, je vous pose la question, vous avez accepté facilement le témoignage, vous avez accepté le débat avec Malika Etaoudia? J'ai été, moi, pris dans ce drame, puisque je les connaissais, que j'avais même une responsabilité par rapport à leur communauté. Donc j'ai eu à rencontrer la plupart de ceux qui ont écrit des livres. Et j'ai assez souvent fait la préface de ces livres, à plus forte raison quand il s'agissait de documents cinématographiques. J'ai rencontré chacune des personnes, si bien que quand M. Malik a été d'apporter aussi mon témoignage, je l'ai fait comme un devoir
de prendre ma part de cet effort pour faire connaître le message de nos frères moines. Et d'autres religieux, d'ailleurs, ont pris la même position, en particulier par exemple, le père Thierry Becker, oui. Général d'Oran. Et qui se trouvait dans le monastère la nuit de la première visite du groupe armé, et également le père Robert Fouquez, qui a vécu dans le monastère dès le lendemain de l'enlèvement des moines. Il est reparti librement et habitait tout seul au monastère, d'où venaient d'être enlevés les 7 moines. Et il est toujours dans la région, il est à Tamesguida. Donc, non seulement moi-même qui était concerné, c'était normal que je réponde à la demande de M. Malik Aouda, oui. mais les autres personnes de la communauté qui étaient plus proches de ce qui s'est passé là. Et puis, nous avons aussi ce devoir par rapport aux familles de chercher à être proche de tout effort qui est posé pour faire comprendre ce qui s'est passé. J'ai eu à rencontrer à plusieurs reprises les familles en France, évidemment davantage dans les années qui ont suivi directement ce drame. Alors, quelle était leur réaction? Ils vous disaient quoi exactement? Les familles, elles ont toutes compris, parce qu'elles connaissaient le membre de leur famille qui faisait partie de la communauté, que c'est une décision de fidélité à leur vocation monastique et au peuple algérien qu'ils avaient librement prise, et que par conséquent, le drame qui les touchait et qui les atteignait très profondément, puisque c'était un proche, un fils, un frère, un ami, un neveu qui était emporté par cette violence, mais en même temps, ils ont respecté le choix qui avait été fait par les membres de leur famille, car ils les connaissaient tous. Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de familles avaient eu l'occasion de visiter le monastère de Tibarid. Moi, je reviens à Malik, toujours dans le cadre de cette réalisation. Je disais tout à l'heure que vous avez rencontré des officiels français, des responsables algériens, des ex-responsables militaires algériens, des hommes de religion, à l'instar de Henri Tissier, mais vous avez également rencontré, vous avez interviewé des anciens du GA, des gens, des repentis. Ça a été facile? De quelle manière vous avez pu peut-être accéder à ces sources d'informations? Alors je dois préciser que certains sont repentis, d'autres ne le sont pas. Ils ont fait de la prison. Ils ont été libérés, donc une fois qu'ils ont payé leur dette vis-à-vis de la société algérienne, ils sont libres. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu les rencontrer. Est-ce que c'est difficile? C'est pas plus difficile que pour d'autres documentaires. C'est pas plus facile non plus. Disons que un documentaire, voilà, c'est une entité. Les gens du GIA ont été des acteurs déterminants de cette histoire, de cette affaire, puisqu'ils ont été enlevés, détenus et assassinés par le groupe islamique armé. Donc il fallait pouvoir les faire témoigner. Donc depuis très longtemps, quand il y a des repentis, quand il y a des gens qui sont libérés de prison, j'essaye d'aller les voir pour essayer de reconstituer sur l'histoire des moines, mais sur d'autres affaires aussi, l'histoire contemporaine de l'Algérie. Donc ça fait très longtemps que c'est commencé. Et c'est parce que vous établissez avec eux une relation de confiance dans la durée, où ils voient que vous êtes... Vous êtes sincère, vous êtes... Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas là, je ne suis pas juge, je suis réalisateur, je suis journaliste. Vous êtes journaliste, oui. Je ne suis pas là pour les juger. La société les juge, la justice peut les juger. Moi, je ne suis pas un juge. Donc, je suis là pour discuter avec eux de manière franche, c'est-à-dire que je ne leur cache pas mes opinions à travers les questions que je leur pose. Ils sentent bien que je ne suis pas là pour faire l'apologie de ce qu'ils ont fait. C'est absolument pas le cas. Mais en tout cas, c'est ce que beaucoup m'ont dit. Ce qu'ils apprécient, c'est qu'on ne leur pose que des questions factuelles. C'est-à-dire, vous étiez là, tel jour, à tel endroit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez vécu, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont vécu l'enlèvement, ils ont vécu le drame en lui-même. C'est aussi pour une manière d'exorciser ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion non plus d'en parler. C'est une occasion de revenir sur ce qu'ils ont fait. Donc, c'est
pour ça qu'ils acceptent au bout d'un moment de parler et de se raconter. D'ailleurs, beaucoup disent que vous avez cité en témoignage deux responsables, ex-responsables terroristes, en l'occurrence l'émir de la Ligue, c'est la Ligue islamique Dawah al-Jihad, qui est Sid Ali Ben Hajar, qui était lui en disgrâce avec l'ex-émir du GIA Jamal Zitouni. Il y a également le témoignage de le para. Donc, et là, c'est Hassan Hattab, excusez-moi, oui, Hassan Hattab. Et là, ces témoignages ont crédité votre reportage. Est-ce que c'est suffisamment comme témoin pour dire que c'est le GIA qui a... Non, c'est pas une question, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant. Le choix que nous avons fait avec Séverine, c'est d'essayer de raconter, c'est en tout cas pour nous, jour après jour, ce qui s'est passé, où est-ce qu'ils étaient détenus. Et pour chaque période, essayer de retrouver les témoins et les acteurs. Pourquoi on a été interviewé Sid Ali Ben Hajar? C'est pas parce que seulement il était à Médéa, c'est parce que il a été directement à au moins deux reprises, impliqué dans ce qui est arrivé aux moines. La première fois, c'est quand il va au monastère, comme Monseigneur Tessé l'a rappelé, le 24 décembre 1993. Il fait partie du groupe qui se rend au monastère. Il était d'ailleurs l'adjoint de Saïd Hatia, qui était l'imam du GIA. C'était son adjoint. Et il était à l'époque responsable de la communication pour la Katiba de Médéa. Donc c'est pour ça, c'est pas pour lui poser des questions générales sur le djihad, sur l'islamisme, sur ceci, sur cela. Non, vous étiez là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont passées? Ensuite, ces hommes allaient se faire soigner au monastère. Ensuite, lorsque Jamal Zitouni prend, dès 1995, la décision de les enlever, la première personne à qui il en parle, il lui envoie un émissaire, c'est Sid Ali Ben Hajar, parce qu'il lui demande à lui, qui est de la région, de procéder à l'enlèvement. Des moines. Des moines. Donc Sid Ali Ben Hajar sait que les moines vont être enlevés. Donc c'est pour ça que nous l'avons interviewé, pas parce qu'il est GIA. On disait que Sid Ali Ben Hajar n'a pas averti les 7 moines. Et là je préfère... C'est une réalité. On va continuer le débat sur la question, mais juste après la pub, أيها السادة والسيدات ابقوا معنا سنعود بعد الفاصل.